Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Daily d'opinion. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes le mercredi 18 septembre. Je suis comme d'habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Voilà, qui vient apparemment de s'enquiller un demi-litre de Côte-du-Rhône. Donc, que j'ai à peu près à déjeuner avec un homme tout à fait charmant. Et donc je ne suis pas certain que mes propos vont être particulièrement clairs. Mais enfin, il ne faut pas m'en vouloir. À 81 ans, moi, je pense que j'ai l'émission, transmis mes gènes. Elle est meilleure, je pense, l'émission. Quand, moi, quand je jouais beaucoup au tennis, si vous voulez, les interclubs, ça se passait toujours. Les doubles avaient lieu l'après-midi et après le déjeuner. Et donc, comme on avait tous beaucoup bu au déjeuner, les interceptions à la volée étaient bien meilleures parce que justement on était très décomplexés là. On courait moins bien, mais on avait beaucoup moins peur. Ouais, non, mais il faut trouver un bon équilibre effectivement. Voilà, là, je crois que j'ai atteint l'équilibre l'optimal. Là. Parfait. Alors tout d'abord, on va parler de Thierry Breton et surtout en fait de sa démission. Selon lui, parce qu'en vrai il a été un peu poussé vers la sortie. Il avait essayé de se payer Elon Musk, ce qui n'était pas une bonne idée, quoi. Ouais, exactement, c'est-à-dire que en fait c'est un coup d'Emmanuel Macron qui voulait le remplacer par Stéphane Séjourné et de Ursula von der Leyen qui en pouvait plus de lui. Elle a donné en interne une de ses explications, c'était ses conflits avec les plateformes américaines des réseaux sociaux. Bon, alors il avait un conflit avec une seule plateforme, hein, il n'avait pas de conflit avec Facebook ou d'autres. Il avait un conflit avec Twitter, avec Elon Musk, et même ça a saoulé absolument tout le monde dans la commission. Ouais, si je devais faire des conflits avec des gens, j'irais taper sur des tas de gens avant d'aller taper sur Musk. Hein. Ouais. Il y a des gens, à mon avis, c'est pas la peine d'aller lui chercher des noises dans la tête. Celui-là, c'est quand vous jouiez au rugby, ce qui n'a pas été votre cas, mais ce qui a été le mien, il y avait des gars sur lesquels vous pouviez taper. Et il y avait des gars sur lesquels c'était pas très habile d'aller taper, quoi. On va pas aller voir le gars qui fait 140 kilos, quoi. Voilà, vous allez pas lui mettre on choisit sa cible. La première des choses que vous appreniez en rugby, c'était sur qui vous pouviez taper sans trop de danger, quoi. Et là, voilà. À mon avis, il a pas joué au rugby, hein, ce brave Breton, quoi. Non, effectivement. Et il a joué que au jeu des entrepreneurs promus par l'État. Oui, il a ruiné un certain nombre d'entreprises. C'est toute sa carrière. À chaque fois, il était nommé par le gouvernement à la tête d'une entreprise. Il a fait France Télécom, il a fait Atos, il a fait Thomson, enfin voilà, il a fait plein de trucs. Mais on n'est pas là tellement pour parler de sa brillante carrière. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, même si d'un point de vue extérieur, on peut se dire que la Commission européenne veut ceci, la Commission européenne veut cela, et ben finalement, il y a des conflits aussi à l'intérieur même de cette commission, et ils se jouent des coups. Mais encore une fois, la Commission européenne, elle n'a aucune légitimité. Elle s'est agrogée des pouvoirs exécutifs, législatifs, voire réglementaires qui sont pas les siens, et donc c'est pas très habile d'aller se payer des gens, d'aller déclencher des bagarres, parce que la façon dont la Commission européenne opère, c'est dans le feutré et les coups tordus que personne ne voit. Vous faites passer l'autorisation de faire des emprunts obligataires mutualisés en Europe pendant une crise monstrueuse et tout. Donc, la Commission européenne, ce qui la caractérise, c'est son hypocrisie, c'est ça. Mm-hmm. Le fait qu'on la voit pas bouger, et donc là, cet animal de Breton qui la met en pleine lumière et dans une crise la Commission européenne n'a aucune autorité pour réglementer le droit de parler ou de pas parler. Ça fait pas partie de ses attributions constitutionnelles. Donc, en quelque sorte, Breton a montré la Commission européenne en train d'essayer de bouger dans un endroit où elle n'avait pas le droit d'aller, ce qu'elle fait toujours. Ouais. Mais là, il s'est fait choper par le piège à loup, quoi. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, ce que ça montre, c'est déjà que Elon Musk a gagné son bras de fer contre la Commission. Aussi, il faut dire que Elon Musk, c'est pas juste le détenteur de Twitter ou l'homme le plus riche du monde, c'est quelqu'un qui a envie de mettre des usines Tesla en Europe. Et donc, c'est des créations d'emplois, c'est des créations de richesses, enfin voilà. Donc, et qui contrôle... Thierry Breton, il peut pas en dire autant, quoi. Non, mais surtout, il contrôle tous les satellites. Oui, aussi. Il envoie des satellites. Oui, ça, c'est important, ça. Il fait un nombre de trucs complètement fous. Il est en train de révolutionner plusieurs pans de la technologie. Le jour où on aura sur votre téléphone un récepteur qui pourra s'accrocher directement au satellite sans avoir à passer par un... Pour l'instant, moi j'en ai un chez moi en Avignon.
l'antenne, elle est grosse comme ça. Ouais. Mais je sais que les Japonais, les Chinois vont travailler pour qu'elle devienne grosse comme ça. Ouais. Et quand elle sera grosse comme ça, elle sera dans votre téléphone. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre SFR, Orange à la poubelle. Ouais, Donc ça veut dire que c'est Musk, comme tous les grands inventeurs, c'est le pouvoir révolutionnaire du moment. Ouais. Le pouvoir révolutionnaire du moment, c'est pas Monsieur Mélenchon qui veut faire la révolution de 1830, c'est bien avec Musk qui fera la révolution de 2030. Ouais. Oui, et puis... Comme toujours, c'est le capitalisme qui est révolutionnaire. C'est jamais les hommes politiques. Les hommes politiques, ils sont toujours en retard de 2 guerres. Il envoie une fusée pour aller secourir des gars qui sont bloqués dans un engin Boeing dans l'espace. Il envoie des fusées pour envoyer des satellites à peu près au quart du coup de ce que faisait la NASA. Ouais. Du coup, Ariane, on se demande à quoi ça sert. Et puis il y a son truc aussi Neuralink où il va permettre littéralement à des aveugles de retrouver la vue, voire d'avoir la vue pour la première fois de toute leur vie. Enfin, c'est tout à fait étonnant, c'est ce que j'ai dit, c'est le nouveau Solzhenitsyn celui-là. Donc, c'est celui qui dit voilà l'ennemi. Et je conseille à personne d'avoir Elon Musk comme ennemi parce que je pense que a priori vous allez perdre. Donc voilà pour Thierry Breton. Ensuite je voudrais parler des élections américaines parce que Trump a de nouveau survécu à un attentat. Alors cette fois-ci il s'en sort indemne, il n'a pas été touché. Alors le type qu'il a fait, il a été un peu mieux identifié que la dernière fois, c'est-à-dire que la dernière fois c'était on l'avait tué tout de suite la dernière fois. Alors déjà on l'avait tué tout de suite et puis on savait pas trop qui c'était, on n'a pas eu trop de retours. Apparemment il était très discret sur les réseaux sociaux, enfin bref. Donc le gars, on savait pas trop quel était son profil. Là, on sait un peu plus. C'est un démocrate un peu étrange, très engagé. Qui sont pas étranges. Il y a des démocrates peut-être plus étranges que d'autres. Voilà, on peut faire une gradation, je pense. Je crois qu'il avait été aidé je sais pas quoi, les régiments nazis en Ukraine, je sais pas quoi, il avait fait des publicités. Très engagé sur la question ukrainienne, effectivement, très pro-LGBT, très pro-Ukraine, et effectivement, il était pas très regardant par rapport à ses possibles fréquentations du côté de l'Ukraine, quoi. Donc là, on a clairement identifié le profil, c'est un type qui clairement a pas l'air tout à fait seul dans sa tête, qui a donné à plusieurs reprises pour le Parti démocrate à diverses élections. Mais les démocrates, à force de dire que Trump est un danger pour la démocratie et qu'il faut le flinguer, ils vont finir par y arriver. Hein. Oui, clairement. Mais ça se demandait aussi... Enfin, ils ont un vrai problème avec les armes à feu. Je peux comprendre qu'ils aient besoin de les interdire parce qu'ils sont vraiment très très nuls avec. Hein. Visiblement, il manque d'entraînement. Il tire comme des cochons. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce type ait réussi à s'approcher du golfe présidentiel à 500 mètres. Ouais. Avec des armes, etc., sans que personne ne l'intercepte jusqu'à le moment où il fasse flop-flop. Ouais. Tout comme celui d'avant aussi. Il était sur le... Donc, ce qui est intéressant, c'est que le gouverneur de Californie, le gouverneur de Floride, dont les troupes ont chopé le mec, a décidé qu'il ne le livrerait pas au FBI. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire de voir un gouverneur qui dit « Je n'ai aucune confiance dans le FBI pour mener une enquête sur les assassinats contre Donald Trump. » Parce que comme le FBI a été mouillé jusqu'au cou dans tous les faux procès qu'on a fait à Donald Trump, c'est assez rigolo de voir que le gouverneur de Floride dit « Non, c'est moi qui vais m'occuper de l'enquête avec mes troupes ici, parce que si je le donne au FBI, je sais que ça va être enterré. » Oui, exactement. Effectivement, c'est quand même un peu étonnant, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ah non, mais moi je pense que c'est un très bon move de la part effectivement de DeSantis, parce que effectivement, s'il est récupéré par le FBI, on sait qu'ils vont noyer absolument toutes les informations. Ça va prendre 18 mois. Ouais. Oui, on n'aura jamais de nouvelles du cas. Bref. Le type il mourra d'un accident dans la prison parce qu'il a glissé dans la douche et puis. Oui, exactement. Alors que effectivement, on a besoin de dépolitiser la justice. Donc, quand on confie quelqu'un au FBI, c'est que son espérance de vie raccourcit extraordinairement. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est peut-être à cause de ça aussi qu'on n'a pas eu trop d'autres informations sur l'autre type. Bon, alors déjà, il a été abattu, donc lui, il pouvait pas trop parler. Mais on a fait clairement, on a éteint tous ces réseaux sociaux parce que on voulait pas que le grand public puisse obtenir une quelconque information sur lui, quoi. Non, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ceux qui tuent les autres, etc., c'est toujours des républicains. C'est jamais des démocrates. Donc, si vous voulez, donc la première des choses quand un type commet quelque chose de répréhensible, c'est si par hasard il était démocrate,
tuer toutes les traces qu'il avait été proche du Parti démocrate, quoi. Oui, oui, oui. Donc là, ils n'ont pas réussi à tout enterrer. Il y a des vidéos de lui qui sont ressorties. Donc, on revient toujours à la même chose, c'est que aujourd'hui, les élections américaines, c'est vraiment l'État profond contre le peuple, quoi. C'est à peu près ça. Oui, on en avait parlé c'était pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, on en avait parlé, effectivement. Ça, il nous arrive de nous répéter. Hein. Oui, tout à fait. Ne le répétez pas, mais ça à défaut de se contredire, on se répète. Oui, on avait parlé du fait que toutes les grandes familles républicaines des années 2000, tout ce qu'on appelle les néoconservateurs, les Bush, etc. Voilà, les Bush, les Romney, la famille Cheney aussi, tout ça, ils ont rejoint le camp Kamala Harris, tandis que d'autres, on avait parlé de RFK et Tulsi Gabbard qui avaient rejoint plutôt Donald Trump. Donc c'est vraiment, oui, une campagne populiste contre, entre guillemets, élitisme, état profond new-yorkais, quoi, et Washington. C'est l'État profond contre les gens de l'Oklahoma, quoi. Ouais. Et contre les gens du peuple américain qui disent mais qui c'est ces fous qui nous gouvernent, quoi. Ouais. Et il y a une question à laquelle j'aurais du mal à répondre parce que moi, pour regarder les sondages aux États-Unis, alors déjà ça sert pas à grand chose de regarder les sondages au niveau national, parce que bon, au niveau national, c'est très fréquent que les démocrates soient devant. Hillary Clinton était devant au sondage national parce que ils sont dans les grands États peuplés. Voilà. Mais c'est pas ce qui compte. Mais c'est pas vraiment ce qui compte. Donc là, Kamala Harris, elle est donnée entre 1 et 2 points d'avance en moyenne, ce qui est pas d'ailleurs tant que ça. Non, il faut qu'ils aient 5 ou 6 pour être à peu près certain d'être élu. Ouais. Et oui, tout à fait. C'est difficile autrement de vraiment prévoir. Donc ce que je fais, moi, c'est que je regarde déjà uniquement les États clés. Donc en l'occurrence, l'Arizona, le Nevada, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Et je vais sur le site realclearpolling.com parce que ils font des agrégations de sondages. Et donc déjà, c'est très très clair. C'est présenté de manière très claire. Et ils font des agrégations de sondages. C'est-à-dire que moi, vous pouvez tous les jours tomber sur un sondage, je sais pas, par exemple dans l'Arizona, qui va donner Trump avec 4 points d'avance et un autre qui va vous dire Harris à 6 points d'avance. Bon, vous savez pas où vous habitez avec ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est regarder les 5-6 derniers sondages les plus récents, et puis vous faites une moyenne agrégée, et c'est ce que fait ce site. Et donc je vais vous donner quelques chiffres. Dans l'Arizona, Trump est donné avec 1,3 points d'avance. Dans le Nevada, Kamala Harris est donné avec 1,2 points d'avance. Dans le Wisconsin, Kamala Harris est donné avec 1,2 points d'avance aussi. Dans le Michigan, Harris est donné avec 0,7 points d'avance. En Pennsylvanie, Harris est donné avec 0,1 point d'avance. En Caroline du Nord, Trump est donné avec 0,4 points d'avance. Et en Géorgie, il est donné avec 0,3 points d'avance. Donc quel que soit l'état où on est, c'est vraiment très très serré et c'est totalement dans la marge d'erreur. Donc en vrai, on n'en sait rien du tout. C'est extrêmement difficile. Comme me dit mon cher fils, il dit que si c'était à quelques élections présidentielles aux États-Unis, le but des instituts de sondage, c'est quand même que les gens continuent à acheter leurs sondages jusqu'au dernier moment. Donc les vrais sondages n'apparaissent que dans les 15 derniers jours, au moment où il faut éviter qu'il n'ait l'air trop ridicule si jamais il y a 5 points d'écart ou 6 points d'écart. Par exemple, et donc la question intéressante, c'est pas les sondages aujourd'hui, parce qu'on sait que on va vous dire que c'est 0. C'est vraiment à touche-touche. C'est vraiment à touche-touche, de façon à ce que vous continuez à acheter les sondages et à acheter le journal. Mais il faudra voir ça dans les 15 jours qui précèdent la vraie... Parce que à ce moment-là, ils corrigeront leur sondage à toute allure en disant il y a des informations plus récentes. Ouais, en octobre. En octobre. C'est-à-dire à partir d'octobre, à partir de la mi-octobre, on commencera à avoir les vrais sondages. Parce que jusque-là, on n'a que des sondages commerciaux. Ouais, mais quand même, il y a quelques mois, avant que Biden abandonne, je regardais aussi les sondages. Pour le coup, Trump avait beaucoup plus d'avance. C'est normal. Dans certains cas, 5 ou 6 points d'avance. Si vous videz les sondages à la main, vous expliqueriez que Madame Kamala Harris, compte tenu de son extraordinaire capacité à parler en public, a remonté dans les sondages. C'est la moindre des choses. Donc on est en train d'essayer de bourrer le mou des gens aux États-Unis, mais vous n'êtes pas obligé d'y croire. Ouais, oui, on est... on verra
À partir du 15 octobre, ça deviendra raisonnable. Ouais. Bah, en tout cas, pour le moment, les sondages ne vous donnent absolument aucun... Je suis pas surpris. Aucun indice sur ce qui va se passer. Il est assez peu probable, je pense, qu'un candidat ait tous les états clés. Donc, ce sera une élection, quoi qu'il arrive, assez serrée. Je rappelle qu'il faut obtenir 270 grands électeurs pour gagner l'élection. Et actuellement, on estime qu'on a environ 221 qui sont assez sûrs pour les démocrates et 219 pour les républicains. Encore pour une fois, Donald Trump. Kiff. Donc c'est assez kiff-kiff. Les États les plus importants, ça va être surtout la Pennsylvanie, parce qu'il y a 19 grands électeurs. La Géorgie, ils en ont pas mal aussi. La Géorgie, oui, je crois que c'est 16 pour la Géorgie. La Caroline du Nord, le Michigan aussi, c'est beaucoup. Et ensuite, l'Arizona, c'est celui qui en a le moins, je crois, il y en a 6. Nevada, il doit y en avoir 10, un truc comme ça. Mais ouais, c'est principalement la Pennsylvanie quand même qui est la grande clé, je pense, de cette élection. Et après, pour mettre un petit peu en perspective quand même, avec certaines élections précédentes, j'avais dit qu'en Pennsylvanie, Kamala Harris était donnée avec 0,1 point d'avance. En comparaison, au même moment, donc un mois et demi avant l'élection en 2016, Clinton était donné avec 6,2 points d'avance en Pennsylvanie. Donc il y a un gros écart. Alors peut-être que les instituts de sondage ne calculent plus tout à fait de la même manière parce qu'ils se sont fait surprendre pas mal en 2016. Mais en tout cas, face à Trump, quand vous êtes démocrate, vaut mieux avoir une marge assez confortable parce que le jour de l'élection, il se passe des choses plutôt favorables à Trump en général, de quelques points. Sauf si vous avez bourré les urnes avec des électeurs qui ont fait la guerre de sécession. Voilà, mais qui sont morts depuis toujours, ça arrive, ça c'est... On me disait qu'en Corse, ce qui était terrible, c'était le vote des morts, quoi. Ça changeait l'élection à chaque fois. Encore dans le Michigan, c'est pareil. Bien sûr. Et puis, ce que j'aime bien regarder aussi pour les élections américaines, c'est, vous savez, les sites de Paris. J'ai un trou de mémoire sur le site que je consulte assez fréquemment. Mais cette fois-ci, les bookmakers les donnent aussi à touche-touche. C'est vraiment 51-52% de chances que ce soit Trump et 48% à peu près que ce soit Kamala Harris. Donc là aussi, c'est vraiment à touche-touche, même dans ces trucs-là, où pour le coup, les sondages n'ont pas forcément ce qui est incompréhensible, parce que qu'on le veuille ou non, bon, allez, je veux pas être sévère, mais Madame Kamala Harris, c'est quand même une dinde. Elle est incapable de parler en public, elle se fait pas interviewer, elle a une carrière extraordinairement douteuse. Quand elle a été ministre de la Justice en Californie, ça a été un vrai désastre. Et autant on pouvait ne pas respecter Trump quand il a été, il y a 8 ans, quand il est arrivé, parce qu'on disait qu'il c'est ce gars-là. Aujourd'hui, il est entouré de Musk, de Kennedy, de Tulsi Gabbard, de son vice-président. Son vice-président très, très intéressant, d'ailleurs, il faudra en parler. Et dans donc, une on autre se émission. dit nom d'un chien. La dernière fois, il est arrivé, je veux dire, lui et son couteau, quoi. Mais cette fois-ci, il est entouré de gens qui sont quand même extraordinairement puissants intellectuellement. Donc, mais la démocratie a ses mystères. Ouais, c'est vrai que d'un point de vue technique, la candidature de Trump en 2024, je trouve est plus intéressante que celle de 2016. Parce qu'il est entouré de gens qui sont vraiment compétents. Musk, Vance et tout ça, c'est des gars qui ont eu des vies. Vance, il est né dans un milieu le plus défavorisé possible. Ouais. Il fait les Marines. Ensuite, il se retrouve à la Yale Law School, qui est la meilleure. Il fait un best-seller mondial, qui est son livre. Enfin, qui a été adapté d'ailleurs sur Netflix. Donc, vous vous dites, c'est un gars il épouse une indienne. D'une famille indienne, il a 2 ou 3 enfants avec elle, et comme le dit Tucker Carlson, c'est à peu près le seul mec à New York dans le milieu politique qui a l'air de s'entendre avec sa femme, quoi. Donc c'est admirable aussi, ça. Ouais. Donc pour Tucker Carlson, je l'aime bien, il est un peu bon, voilà, il y a même Tucker Carlson qui vous dites c'est quand même des gars que c'est mieux que Dick Cheney ou que je sais pas, pour moi autant s'ils avaient mis Robert Kennedy comme candidat démocrate, j'aurais eu du mal. Mais là, avec Robert Kennedy qui est chez Trump, je me dis, il dit quelque chose qui est terrifiant. Robert Kennedy, il vous prouve avec des chiffres que le but de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui aux États-Unis, c'est de faire des enfants qui sont malades tout de suite. Mm-hmm.
parce que ça permet, c'est une rente. Un enfant malade qui va être malade à partir de 6 ans à cause de toutes les saloperies qu'on lui a collées dans le corps, il va être malade et il va prendre des médicaments pendant les 80 ans qui suivent. Et il montre à quel point, si vous voulez, toute l'industrie pharmaceutique est en charge. Il n'y avait quasiment pas d'enfants malades structurellement il y a 40 ans, et aujourd'hui, vous en avez des centaines de milliers. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans la façon dont les États-Unis sont gouvernés, aussi bien pour la santé que pour la politique extérieure, que pour la fiscalité. Tout ça, ça ne va pas du tout. Ce pays est très malade. Ouais. Oui, effectivement, il y a ce genre de questions qui sont difficiles à traiter. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup d'Américains, notamment dans le milieu conservateur aussi, qui mettent de plus en plus en doute toute l'industrie de la nourriture aux États-Unis. De la nourriture, des vaccinations. Ouais. Aujourd'hui, je crois que le gamin de 3 ans en France, il reçoit je sais pas combien, 30 vaccinations, alors que personne ne connaît les effets à long terme de l'ARN sur le... Donc, on est dans une machine infernale, dans le fond, c'est terrible, parce que si l'enfant est malade, s'il doit prendre des médicaments, ça ajoute au PIB. Ouais. Ça ajoute au profit des sociétés. Oui, bien sûr. Bah oui, pour eux, ça fait du cash flow en permanence. Mais en même temps, si vous voulez, si l'enfant est malade, bon, ça ajoute pas au bonheur des États-Unis, quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est sûr, ils ont. Alors moi, je sais pas si c'est si c'est volontaire de la part des industries pharmaceutiques, mais effectivement, c'est dans leur intérêt d'avoir des citoyens qui toute leur vie vont être un peu malades pour tout un tas de trucs, pas forcément des choses très graves. Par exemple, les changements de sexe à 16-17 ans. Ah oui, bah oui, ça fait une rente de 80 balais, parce qu'il faudra prendre des produits tout le temps. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Donc vous avez des pressions gigantesques pour qu'on permette aux enfants de changer de sexe quand ils ont 12 ans. Mais vous dites, mais ça va pas la tête. Ça va faire le plaisir des psys aussi, hein, ça aussi. Ça aussi, vous en sortez jamais. Oui, c'est clair. Mais ça ajoutera pas forcément au bonheur de la population. Ça. Enfin voilà pour les États-Unis, évidemment. Donc l'élection pour ceux qui sont pas au courant, c'est dans 1 mois et demi, même un petit peu moins. 6 novembre. 7 novembre. Oui, première semaine de novembre en tout cas. Donc voilà, on suit ça évidemment avec une très grande attention. On espère quand même que ça va pas être Kamala Harris parce que on va s'ennuyer pendant 4 ans. C'est pas qu'on va s'ennuyer, c'est qu'on sait pas qui va gouverner. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait que ce sera pas elle. Ce sera les mêmes gars qu'aujourd'hui. Par exemple, aux États-Unis, il y a des mesures qui sont prises. On va peut-être donner des possibilités d'envoyer des missiles à long terme sur la tête de la Russie à partir. Mais c'est pas Biden qui prend cette décision puisqu'il est gâteux. Ouais. Donc le vrai problème, c'est il va y avoir des décisions importantes qui sont prises aux États-Unis et ce sera pas par des gens qu'on a élus. C'est d'ailleurs assez impressionnant à quel point, comment dire, avant il tentait de maquiller que le fait que Biden était gâteux, que si on le disait c'était un complot. Si on le disait c'était un complot, et si on disait qu'il ne gouvernait pas c'était un complot aussi, c'était la même chose. Et depuis qu'il a drop out de l'élection, depuis qu'il a abandonné l'élection, on a l'impression qu'il passe toutes ses journées à s'amuser, soit il est à la plage, soit il va voir des gens, enfin bref, il est clairement pas en train de gouverner, et ça n'a pas l'air de concerner grand monde. Non, ce qui est extraordinaire, c'est donc que les États-Unis vont être gouvernés pendant 6 ans dans une période, il y a 2 ou 3 guerres partout. Par qui ? Ouais. Par qui ? Je sais pas. Par les mêmes gars qui sont là aujourd'hui, mais on sait pas qui c'est, donc... Moi aussi, c'est bref. Ça doit être Obama. Mais... Oui, sans doute. Enfin voilà pour les élections américaines. Donc on suit ça de très près. Ensuite, on a Israël. Alors, je m'attendais pas forcément à traiter cette info parce que j'avais fait les thèmes il y a 2 jours déjà. Mais hier, il s'est passé un truc assez impressionnant que d'ailleurs j'ai pas tout à fait compris au début tellement c'était justement impressionnant. Il y a eu une opération exceptionnelle sur des terroristes du Hezbollah. Ils ont fait exploser, les gars, environ 1 millier de beepers juste en les piratant. Alors les beepers, c'est des machins qu'on a, des petits trucs électroniques qu'on a dans la poche, qui vous disent il faut appeler machin, c'est ça ? Oui. Ils vous envoient un message, c'est tout, quoi. Ouais, ils vous envoient un message, c'est un objet vraiment très simple. Parce que les téléphones, c'est trop vulnérable, trop dangereux, trop facilement piratable. Et donc ils travaillent avec des beepers plutôt pour essayer peut-être de pas se faire... Les beepers sont dans la poche des mecs. Et voilà, oui, ils sont dans la poche, ils sont au niveau de la ceinture ou alors dans la main.
et donc il y a pas mal de mains qui ont explosé, pas mal de parties intimes aussi, donc ça a pas trop fait de morts en tant que tel, parce que quand on voit quelques vidéos des explosions, on voit que ça explose pas très fort et que ça fait vraiment pas de dégâts collatéraux. Ça c'est vraiment fait pour heurter uniquement le porteur du beeper, et en général ça le tue pas, mais vraiment ça fait exploser des mains, ça fait exploser au niveau de la ceinture, donc vous vous doutez de ce qui se passe. En tout cas c'est assez impressionnant comme opération. Moi, j'ai pas beaucoup plus d'infos là-dessus malheureusement pour l'instant. Mais attendez, c'est passionnant ça, parce que ça veut dire donc ils ont foutu des explosifs dans ces trucs-là, à l'endroit où c'était produit, non? Justement, je me suis posé la question, comment on fait exploser ce truc? Et alors, il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent que juste, ils ont piraté le truc, c'est-à-dire en mettant un virus dessus, ils ont réussi à faire exploser la batterie à l'intérieur. Et d'autres qui disent que, mais pareil, on n'a pas de preuves pour le moment, c'est difficile de vraiment se prononcer là-dessus. D'autres qui disent que ils font chauffer la batterie, enfin c'est-à-dire ils se sont démerdés pour leur vendre des beepers avec des petits explosifs dedans, et que c'est en faisant chauffer la batterie qu'ils font exploser le truc après. Donc après, je ne sais pas quelle est la réalité. S'il faut mettre des explosifs dedans, ça veut dire qu'ils sont démerdés. Vous vous rendez compte, pour pour leur les vendre. pays arabes, c'est vraiment difficile ça, parce que ça veut dire qu'ils peuvent acheter que des téléphones qui ont été faits dans les pays arabes. Ouais. Oui. Ça va être assez peu. Hein. Oui, et encore... Parce que si on leur a foutu ces explosifs, j'imagine que ces machins-là, ces beepers, ça a dû être fait, je sais pas où, au Vietnam, ou en Chine, ou en Thaïlande, j'en sais rien, dans des pays, en Corée, dans des pays normaux, si j'ose dire, qui font des téléphones. Parce que s'ils doivent avoir que des téléphones, ils vont retourner au tam-tam, hein, parce que... Oui, aux pigeons voyageurs. Le pigeon voyageur, ça paraît la communiquer solution. avec les gobelets, vous savez. Oui, les gobelets, oui, comment on appelait ça, le téléphone arabe. Oui, c'est littéralement le téléphone arabe. C'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Il va falloir qu'ils retournent au téléphone arabe. C'est le cas de le dire, oui. C'est le cas de le dire, donc, mais faut pas rigoler là-dessus. Mais ça veut dire que... On a dit beaucoup de mal des services secrets israéliens, mais enfin... Ah, ils sont capables par moment de faire des trucs... faire sauter les trucs. Enfin, le principe est rigolo, c'est faire sauter les beepers, c'est... Oui, c'est assez propre, effectivement. C'est un... Comment dire ? C'est-à-dire qu'ils ont été dans l'usine de beepers et ils ont réussi à faire sauter les beepers qui ont été dans les mains des gars du Hezbollah. Donc, comment ils ont fait pour identifier ceux qui étaient dans les mains du chauffeur de taxi à Bangkok? Justement, ça, je sais pas. C'est tout le principe du truc. Comment bien les cibler, comment être sûr que c'est bien le beeper d'un terroriste, comment le faire sauter ensuite. C'est vraiment. Je pense qu'on pourrait faire un film dessus, parce que. Moi, si j'étais un terroriste, j'aurais peur de mettre mes lacets. Hein. Ah oui. Bah, moi, j'abandonne tout. Hein. Je dis non, mais c'est bon, j'arrête. Je mets ça derrière moi. Enfin bon. Voilà. Oui, c'est le drapeau blanc. Ouais, mais cela dit, je pense que c'est exactement fait pour. Je pense que c'est un peu l'effet qu'il y a derrière. C'est-à-dire, on vous voit, on sait ce que vous faites. À tout moment, on peut décider que votre vie s'arrête. Oui. Et donc, c'est assez dissuasif, effectivement, pour participer à des opérations contre Israël. Je pense que c'est exactement le but de l'opération. C'est pas tellement de tuer des terroristes en tant que tel, puisqu'il y a assez peu de morts. Je sais même pas s'il y en a eu d'ailleurs. Je crois qu'il y en a eu 6, oui. Mais voilà, il y en a assez peu sur le nombre de beepers qui ont explosé. Ça me rappelle l'histoire qui est vraie de Reagan, de Trump qui négociait avec les Afghans. Oui, tout à fait, oui. Et il avait dit aux Afghans, bon, si vous me faites un tour de cochon, je vous fais tuer tous. Alors, il rigolait doucement, et il a sorti de sa serviette les photos des tentes de chacun des chefs afghans, où ils étaient, quand ils étaient, etc. Il a dit et les chefs afghans ont compris que... Oui. Voilà, donc... c'est un des trucs qui est très inquiétant dans le monde actuel, c'est très difficile de cacher aux gens là où vous êtes. Mmh. Ouais, surtout à des services comme ça. Des services comme ça, entre la CIA, les satellites et tout. Donc, pour la première fois, ceux qui organisent les meurtres, les attentats, qui sont les chefs, qui sont toujours cachés quelque part, ils sont pas certains que ça va pas leur arriver. Ouais.
Oui, c'est clair. En plus, comment ça s'appelle, le Mossad, ils sont très très forts pour avoir des agents doubles un peu partout. Donc parfois aussi, vous pouvez mettre en question comment dire, la loyauté de votre collègue. Vous dites peut-être qu'il travaille pour les Israéliens. Donc ça aussi, ça rajoute un peu plus de psychose dans cet environnement, quoi. Ouais. J'avais déjà tué un des gars en Iran, là, quand il était en train de s'endormir. Il y avait dans sa chambre d'hôtel, juste à côté de lui. Donc, on a peut-être enterré le Mossad un peu vite. Oui, non, mais ils sont capables de faire des erreurs, hein, la preuve le 7 octobre. Mais ensuite, ils peuvent être capables de se rattraper et de faire des trucs assez impressionnants. En tout cas, je pense que c'est vraiment le but de cette opération. À mon avis, ils sont dessus depuis des mois et des mois. Ça a dû être extrêmement compliqué à mettre en place. Mais aujourd'hui, ils l'ont montré au monde entier. Mais d'abord, il faut convaincre les gars que les téléphones ne marchent pas pour qu'ils achètent des beepers. Puis ensuite, que vous leur filiez les bons beepers. Puis vous les ayez préparés pour qu'ils sautent. Ouais, c'est ça. Balèze, hein. On se pose encore la question, est-ce qu'ils ont mis en place toute la chaîne de fabrication avant pour leur vendre des beepers avec explosifs, ou est-ce que c'est... Alors à la fois en termes de logistique, c'est encore plus impressionnant, mais d'un point de vue plus technologique, c'est encore plus impressionnant si ils s'en foutaient de s'il y avait des explosifs dedans ou pas, et qu'ils ont réussi à faire exploser la batterie en même temps, simultanément sur tous leurs beepers, et que voilà, juste en les piratant comme ça, tout fait. C'est pire ça, oui, ça c'est pire. Ça, ce serait encore plus impressionnant d'un point de vue piratage. C'est vraiment donc il dingue. faut pas prendre un avion avec un agent palestinien dans l'avion si le beeper saute, quoi. Ouais, vaut mieux éviter, ouais. Oui. Donc il faut signaler ça aux lignes aériennes. Hein. Oui. Je vais prendre le train à partir de maintenant. Tu vois. Oui, enfin, peut-être que le train peut y avoir des problèmes aussi, mais... Oui, mais enfin, s'il faut sauter le beeper sous la Manche, ça fera pas écrouler le tunnel, quand même. Non, c'est sûr. Enfin, voilà. Voilà pour Israël. Ensuite, je voulais parler un petit peu de Michel Barnier, parce que, alors, on en a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, j'ai vu les commentaires. Les gens pensent que je suis fou. Les gens pensent qu'on est complètement fou. Gâteux. Mais j'ai le droit d'être gâteux, j'ai 80 balais, hein. Moi, j'ai pas le droit. Lui, il n'a pas le droit. Il a le droit d'être naïf parce qu'il est jeune. Oui, moi c'est ça. Moi, c'est la naïveté. Enfin, de toute façon, j'ai envie de dire qu'on tape sur Barnier avant ou après qu'il fasse n'importe quoi. Ça fera pas une grande différence. De toute façon, on n'a pas vraiment la main mise sur qui est à Matignon ou pas. Mais enfin, sur ses premières déclarations, c'est quand même pas très bon. Il a parlé... Il veut augmenter les impôts, cet animal. Il veut augmenter les impôts pour changer. Et ce matin aussi, il a annulé sa réunion avec Gabriel Attal. Alors, j'ai pas compris le rapport, mais enfin, en tout cas, c'était son explication. Il a argumenté en disant que la situation budgétaire qu'il découvrait était extrêmement grave. Donc, il y a beaucoup il aurait pu nous demander. Alors oui, il aurait pu nous demander, mais moi j'aimerais bien mettre le nez dedans, mais ça pose une grande question. Je pense que la réponse est oui. Est-il possible que les comptes publics français aient été maquillés ? Il n'est pas possible, c'est même pas possible, c'est certain. Ouais. C'est certain, ça fait des années qu'ils sont maquillés, ça fait des années qu'on bidouille les chiffres, ça fait des années. Et alors le vrai problème, c'est, il y a un retour à la réalité. On a déjà vu, on est passé de quoi ? On est passé de 5,2 à 5,4 à 5,6 et on sera à 6,2 ou 6,4. Mais je vous signale que quand la Grèce a fait ce même genre de c'était en 2012, on a découvert que leur déficit budgétaire était pas de 3%, je sais plus combien, mais de 10, quoi. Donc, le truc que doit se poser M. Barnier, il a peut-être la réponse aujourd'hui, c'est, est-ce que les comptes ont été maquillés ? Certainement, mais est-ce que ça nous ramène à 5 ou ça nous ramène à 10 ? Ouais. C'est ça la vraie question. Si ça nous mène de 5 à 5,5, on n'en fait pas une pendule. Oui. Mais si nous amène de 5 à 10, les marchés implosent. Ouais. Oui, tout à fait. C'est ça, donc... La vraie question, c'est, moi j'en ai aucune idée, mais si je suis un homme d'expérience, oui, parce que j'ai 80 balais quand même, donc j'ai beaucoup d'expérience, et chaque fois que j'ai cru quelque chose que me disaient les gouvernements, j'en ai pris plein la tête pour pas un rond. Ouais. Donc je préfère penser que ça va être bien pire. On nous a dit 5-6. Ouais. C'est possible que ce soit le double. J'espère pas le double, mais peut-être 7 ou 8. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on découvrait effectivement que c'était 7 ou 8 la tête française passe pas, quoi.
On revient à ce qu'on dit depuis des mois et des mois, n'ayez pas d'obligation française. Oui, oui, mais j'espère que vous en avez pas, ouais. Si vous en avez, c'est que vous avez un problème de compréhension. Ouais. Et ceux qui sont à l'université de l'épargne, je suis bien certain, n'en ont pas. Ouais. Donc ça met en cause aussi à ce moment-là toute la politique de surveillance de l'UE sur les budgets. Parce que les gens, quand l'Italie par exemple a découvert qu'ils avaient maquillé leur compte sous M. Draghi, oui. Les gens me disent, bon, on ne pouvait pas le savoir. Je leur dis, arrêtez vos conneries. Ouais. Vous avez dans le monde 2 endroits où tous les titres sont soldés. Il y en a un gros ordinateur qui est en Californie et l'autre qui est à Bruxelles. Donc toute la dette européenne est à Bruxelles avec des numéros de code, etc. Donc tout le monde savait, il suffisait d'aller à Bruxelles, d'avoir accès à ces trucs-là, la Commission européenne a certainement accès à ces trucs-là, pour savoir quel était le montant total de dette émise par l'Italie. Ouais. Le fait qu'ils en aient effacé une partie avec des accords de swap avec JP Morgan, ça n'empêchait pas qu'on avait toujours les titres qui étaient là-bas. Ouais. Donc, je suis persuadé que s'il y a eu des fraudes sur la dette française, des maquillages, tout le monde savait quel était le montant exact de cette dette, et ça veut dire que tout le monde a été complice de cette abomination. Ouais. Madame von der Leyen, tout le monde, parce qu'il suffit de téléphoner en disant, voilà, je suis Madame von der Leyen, je veux savoir quel est le montant total de la dette française émise que vous avez en dépôt à Bruxelles, c'est pas difficile, vous pressez sur un bouton, vous avez le résultat. Ouais. Et donc, si par hasard il y a une grosse erreur sur la dette française, ça veut dire par hasard, toute la fausse information que nous diffuse l'Europe depuis des années, plus personne n'y croit. Ouais. C'est-à-dire, c'est un coup à la crédibilité incroyable. Mmh. Et c'est marrant justement parce que hier soir j'ai regardé le film The Big Short, je sais pas si vous l'avez regardé, où justement on a des gars, voilà, on a des gars qui découvrent que en fait toutes les dettes, enfin comment dire les emprunts, positions qu'ils ont vont exploser. Voilà, tous les emprunts pour acheter de l'immobilier, tout ça sera pas remboursé au bout d'un moment. Et donc ils parient contre ce marché-là, et jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que certaines banques s'effondrent, les agences de notation continuent de noter tous ces prêts AAA, et à chaque fois ils sont les agences de notation, c'est comme si vous aviez des machins qui étaient, vous savez, des guides pour aller bouffer au restaurant, vous savez, les guides culinaires, je sais pas comment on appelle ça, le Michelin, qui étaient payés par le restaurant. Ça vous donne une information dont vous pouvez être sûr qu'elle n'est pas valable. Ouais, voilà. Tout à fait. Si c'est le restaurant qui paye la recommandation... Ouais. C'est comme si votre prof si les profs étaient payés par les élèves, quoi. Forcément, ça donne pas des très mauvaises notes en général. Donc c'est exactement ce qui se passe. Donc on est dans un monde de théâtre d'ombre depuis des années. On a utilisé l'expression village Potemkin, etc. Ouais. La question, c'est est-ce que le village Potemkin européen va d'un seul coup apparaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire un désert de pierres, de ruines, où il ne s'est rien passé, où tout le monde s'est appauvri, quoi. Ouais. C'est ça la question. Parce que c'est ce qui s'est passé. Ouais. Le revenu, le PIB par habitant en Europe depuis le 2008, par habitant en termes réels, est en baisse. Ouais. Est en baisse. Ça veut dire que depuis le 2008, la population européenne s'appauvrit. Oui, en termes de richesse réelle, oui. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et on continue à vous dire que l'euro, ça nous a sauvés, ça nous a aidés. Mais forcément, on mesure en euros. Oui. Donc, si on mesure en euros, forcément, on fait que monter. Si l'euro a baissé, son pouvoir d'achat a baissé, mais là, on mesure en volume. Donc, en principe, ça veut dire que l'inflation est mal mesurée. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, on nous ment depuis 20 ans, 30 ans. Et il est possible que tous ces... Comme l'Union soviétique, vous savez, d'un seul coup, quand Solzhenitsyn est arrivé, tout le monde s'est dit, mais c'est vrai, quoi. Mm-hmm. On dit, le Solzhenitsyn a dit, le roi est nu. Ouais. Oui, c'est vrai, vous pouvez débarquer en disant en 1963 l'URSS va s'effondrer, beaucoup de gens vont vous rire au nez pendant un bon moment, et puis jusqu'au jour où tout le monde dira non mais c'était évident, tout le monde l'avait vu venir. Et à ce moment-là... Moi j'avais écrit des papiers, ça devait être... J'avais écrit un papier, ça devait être en 87-88, dans lequel je disais que l'URSS allait s'effondrer, tout le monde m'avait dit mais... Ouais. Elle s'effondrait 2 ans plus tard, quoi. Ouais. Vous m'avez raconté une histoire là-dessus, vous aviez un... Ah oui, les réserves d'or, là. Les réserves d'or, ouais. Ah, ça c'est très bien, oui, c'est un de mes amis à la Banque Centrale d'Angleterre qui m'avait dit, Charles, ça va pas du tout pour en Russie, parce que les réserves d'or qui arrivaient de Russie à la Banque Centrale d'Angleterre avaient le sceau des tsars. Ouais. C'est-à-dire que c'était vraiment les réserves d'or qui étaient tout en bas. Qui étaient tout en dessous, ouais.
qui était tout en bas, quoi. Ouais. Donc, il y avait toute une série de signes. Et aujourd'hui, vous pouvez pas vous empêcher de penser qu'il y a des signes partout, quoi. Ouais. Et que les gens ne veulent pas les voir, ni même en parler. Mhm. Oui, parce que, comment dire, il y a tellement de carrières qui sont ancrées, qui sont basées justement sur la survie de ces institutions, que l'intérêt à y voir des défauts structurels n'existe pas. Limité. Donc, vous savez, limité. c'est ce que disait, je sais plus quel humoriste, il disait, c'est très embêtant quand les gens doivent dire la vérité, ce qui leur assure leur fin de mois. Si ça assure votre fin de mois, vous avez tendance à être très économe de la vérité. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et au bout d'un moment, vous... D'ailleurs, à ce propos, je trouve que vous n'êtes pas très aimable avec moi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors, je suis très aimable avec le chien, en Oui, revanche. c'est vrai, c'est vrai. Je donne du poulet à midi, il est très content. Ce midi, il a eu des saucisses, d'ailleurs. Il y a une saucisse en plus. C'est pour ça qu'il dort bien. Enfin, voilà, pour les On a sujets que recouvert je pas voulais mal de évoquer sujets, aujourd'hui. mais ça veut dire qu'on va de plus en plus vers un monde où il y a eu une espèce d'information officielle. Ouais. Et qu'on regarde la santé, qu'on regarde la nourriture, qu'on regarde tous ces trucs-là, on se rend compte que l'information visuelle a été achetée, vendue, je sais pas quoi dire, et que le vrai monde est en train de réapparaître. Donc la réalité est en train de frapper à la porte. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais dire, c'est pas une mauvaise nouvelle. Non, parce que c'est le pas une pire, mauvaise c'est vivre dans le mensonge. Je pense aussi, ouais. Alors, Donc on va vers des jours difficiles, mais où on sera guidé par la réalité. ouais. Je préfère arriver dans des jours difficiles, comment dire, peut-être le plus tôt possible, comme ça on en ressort plus rapidement. Mais effectivement, on peut pas continuer à vivre dans ce mensonge-là. C'est très éternellement. intéressant qu'Attal que Attal et Barnier aient annulé leur rendez-vous et que l'explication donnée, c'est que les chiffres étaient pas les bons. Ouais. Parce que quand même, qu'on le veuille ou non, on les avait les chiffres à 5-6. Oui, c'est-à-dire que faut rappeler qu'est-ce que qu'il y a de plus? c'est pas que les chiffres officiels sont bons et que les vrais chiffres sont mauvais. C'est que les chiffres officiels sont très mauvais et il y a quand même des vrais chiffres. Donc c'est-à-dire ils sont encore pires. Ils sont encore pires, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est ça qui est très inquiétant. C'est que Ça déjà les inquiétant. chiffres officiels sont vraiment pas à Vraiment notre pas avantage. Hein. Donc on se dit mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ouais. On a hâte de savoir si un jour on a l'information. Oh bah elle sortira. J'espère que Barnier va collaborer avec nous pour avoir les infos quand même, parce que effectivement c'est très inquiétant et il faut savoir est-ce que le déficit au lieu d'être à 5,5 il est à 6 ou est-ce qu'il est à 8 ou est-ce qu'il est à 12 quoi. Voilà, c'est ça ce qu'il va falloir. Le niveau de gravité est pas forcément le même. Enfin voilà ce que je voulais évoquer lors de cette émission. La semaine prochaine, on va parler un petit peu de l'Argentine parce que j'ai demandé aux petits stagiaires de me faire un petit bilan, oui, même si non seulement il nous coûte très longtemps. cher, mais maintenant il est en plus un esclave. Ah oui. Alors c'est ouais, j'ai plus rien à faire, c'est fantastique. On lui a embauché un esclave, j'arrive pas à le croire. Bon, bah écoutez, vous vous rendez compte que l'Institut des libertés va de mal en pis. Ouais. Il n'y a que des suceurs de roues qui font rien. Il n'y a que les types de 80 balais qui bossent. Oui, exactement. Et tout ça, c'est parce qu'ils ont bu trop de Côte du Rhône à midi. Et puis d'ailleurs, bon, je vous le dis, même si peut-être ça ne concerne qu'une minorité d'entre vous, mais tout à l'heure, on est en live. Bon, tout à l'heure, quand je dis ça, c'est au moment du tournage. Mais pour ceux que ça intéresse, on fait des lives de temps en temps sur l'Université de l'Épargne. Voilà, si c'est un contenu qui vous intéresse. Et donc là, tout à l'heure, on va en faire un pendant mais vous à peu n'aurez pas près le temps une de le heure. voir parce que vous aurez ça après le live. Voilà, mais vous pouvez le voir en différé si jamais vous vous inscrivez sur l'Université de l'Épargne, ce que je vous incite à faire. Donc, je vous remercie bien sûr pour votre attention, comme d'habitude, et puis je vous dis merci beaucoup, et puis à très bientôt, encore une fois, sur l'Institut des libertés. Oui, on se merci. trouve avec tous ces trucs.